Donc aujourd'hui, on va parler de solutions menstruelles, zéro déchet, zéro toxine. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc cet atelier conférence, il émerge d'un projet qu'on a commencé à mettre en place l'automne dernier, donc en collaboration avec l'ISS et le RQASF. Et aujourd'hui, donc Eugénie Fontaine et moi-même, nous allons vous présenter le contenu sur ce sujet-là. Alors, est-ce que ça marche? C'est bon. De quoi on va parler aujourd'hui? Donc, d'abord, on va faire une petite mise en contexte de, voilà, c'est quoi les menstruations, c'est quoi l'historique autour de ça, quelques petites dimensions par rapport aux tabous, aux stéréotypes, et rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse vraiment ici, c'est tout ce qui concerne les enjeux écologiques des protections menstruelles, les enjeux sanitaires aussi de ces protections-là qu'on utilise à chaque mois et voir concrètement c'est quoi les possibilités qu'on a voilà, pour agir à ce niveau-là. Donc, je vais passer la parole à Kate, qu'elle vous parle un peu de c'est quoi l'Institut Santé Société et c'est quoi cette initiative qu'on a mis en place. Oui, ben, c'est ça. Dans le fond, moi, je travaille à titre de l'agente de recherche et de planification à l'Institut Santé Société de l'UQAM. En gros, je coordonne des activités scientifiques beaucoup et j'ai eu cette idée de faire une campagne de sensibilisation avec Victoria et l'équipe de la campagne rouge au RQASF. Dans le fond, ça vient un peu répondre à notre mission, en quelque sorte, à l'Institut, dans le sens où on s'intéresse aux inégalités sociales de santé, aux iniquités qui font en sorte que les gens, ben, selon leur statut social, par exemple, selon leur genre, ben, ils n'ont pas nécessairement accès aux mêmes soins, mais aussi ça détermine un peu leur santé globale. Et on essaie de niveler, si on veut, les choses pour que les inégalités soient moins intenses et éventuellement disparaissent. C'est un objectif un petit peu ambitieux, mais voilà, on s'intéresse donc à ça à l'Institut Santé et Société. À l'UQAM, il n'y a pas de faculté de médecine, donc quand on parle de santé, c'est moins depuis un regard biomédical, mais plus depuis un regard social. Donc, on a voulu faire cette campagne-là un peu dans cette perspective-là. Si on va à la prochaine diapo, je pourrais peut-être juste vous dire un petit mot sur la campagne très brièvement. Là, je sais qu'il y a peut-être plusieurs personnes dans le groupe ici présent qui a suivi la campagne, mais en gros, on voulait mettre l'emphase sur les enjeux sanitaires et environnementaux qui ne sont pas très, très présents sur la place publique. À mon avis, là, j'ai l'impression que ce pas des informations qui circulent tant que ça. Et avec la campagne rouge, en fait, on a voulu faire une équipe parce que au moment où j'essaie de faire cette campagne-là, ben, je suis tombée sur le site de la campagne rouge et ça m'a permis d'en apprendre. Déjà, moi-même, il y avait des choses que j'ignorais, que j'ai appris grâce à ce site-là et cette campagne-là. Et je me suis dit, mais pourquoi faire les choses en parallèle alors qu'on pourrait les faire ensemble? Alors, j'ai interpellé Victoria et très gentiment, elle a accepté de collaborer avec nous. Et Eugénie, en fait, aussi fait partie de l'équipe dans le sens où c'est elle qui a fait la revue de littérature pour qu'on ait des assises scientifiques pour les citations, les publications sur Instagram. Donc, c'est la petite histoire de notre collaboration et je vais laisser la parole à Victoria et Eugénie qui vont qui vont brosser un portrait plus large de tous les enjeux qui ont été évoqués dans la campagne Ne jetons pas la serviette. Merci Philippe pour cette belle présentation. Donc voilà, depuis tantôt on parle RQSF, voilà tout ça, Campagne Rouge, qu'est-ce que c'est? Un petit mot par rapport à ça. Donc nous, on est un organisme qui existe depuis plus de 20 ans au Québec. Donc voilà, on milite, on défend les droits, les intérêts des femmes, évidemment par rapport à la question de la santé, dans une perspective qu'on appelle approche globale et féministe, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre de l'avant aussi le savoir expérientiel des femmes, pas seulement comme une expertise voilà, académique ou tout ça, mais mettre tout ça ensemble et de reconnaître aussi que les femmes ont vraiment une expertise par rapport à la connaissance de leur corps, des choses qu'elles ont vécues dans leur vie.
On va chercher aussi à éveiller la conscience publique à certains enjeux. Donc, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire ici avec cette présentation, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de thématiques qui touchent aux inégalités entre les sexes, au domaine de la santé des femmes, restent pas suffisamment abordées aussi, à mon avis de Kate, que je partage. Donc, on touche quand même beaucoup de personnes au Québec. On a plus de 130 membres associatifs. Et on mène actuellement, depuis un peu plus d'une année, la campagne rouge. Donc, c'est une campagne de sensibilisation qui est financée par le secrétariat à la condition féminine. Et on a 3 volets dans cette campagne, donc 3 gros objectifs. C'est-à-dire de manière transversale, sensibiliser la population à tous les enjeux, les tabous, les stéréotypes qui entourent encore le sujet des menstruations. Et quand je dis menstruation, c'est menstruation puis santé au sens large, parce que ces choses-là ne sont pas dissociées. C'est aussi l'accès aux produits menstruels, parce que et évidemment, il y a beaucoup de précarité dans nos sociétés, encore plus depuis la dernière année, et ces produits-là sont quand même coûteux. Et ça peut être difficile. Donc, cet enjeu s'appelle l'enjeu de précarité menstruelle. Et un autre enjeu qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui concerne la médicalisation, donc terme un peu théorique, mais si vous voulez, le corps de la femme a tendance à être médicalisé, que ce soit au début des menstruations, on va dire, bon, faut prendre une contraception, tout de suite prendre la pilule, sans laisser vraiment le temps au système hormonal de se mettre en place, ou que ce soit à l'accouchement, où on est de plus en plus dans voilà, une prise en charge fortement médicale. Donc oui, parfois utile, mais parfois aussi un peu peut-être trop intense. Donc nous, on va aller questionner toutes ces dimensions-là dans le but de redonner un pouvoir en fait aux femmes dans le rapport à leur corps, dans leur autonomie, la capacité qu'elles ont vraiment à faire des choix informés par rapport à leur santé. Donc c'est ça notre raison d'être. Donc on va commencer cette présentation par une petite mise en contexte. Ça serait un peu abrupt de commencer tout de suite à parler de protection hygiénique. Donc, on va d'abord parler des menstruations. Donc, les menstruations, commencer, c'est un phénomène physiologique. C'est un phénomène tout à fait naturel qu'on ne peut pas éviter, sauf si on supprime artificiellement nos menstruations, qui est justement un enjeu de médicalisation. 50% des personnes de notre société ont leur menstruation. Donc, c'est quand même assez étonnant de se dire que ce genre de sujets n'ont pas grande visibilité, en fait, socialement parlant. Et phénomène récurrent, ça touche, ça nous concerne à peu près 1800 jours en moyenne au cours d'une vie. Donc, pourquoi c'est important de souligner cet aspect-là, c'est que pendant ces 1800 jours, on va devoir utiliser des tampons, des serviettes, voilà. Donc, c'est quand même un espace où il est pertinent et très important de poser les questions de c'est quoi vraiment ces serviettes, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. etc. C'est un peu étonnant que finalement on ne regarde pas dans ces directions-là, vu voilà, toute la place que ça prend. Ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que les menstruations, oui, c'est quelque chose dans le corps qui arrive à chaque mois, mais c'est aussi le reflet de dimensions émotionnelles, psychologiques, spirituelles, socio-économiques. Là-dedans, on peut parler aussi de tous les tabous qui nous influencent dans les comportements qu'on va vouloir avoir ou pas. Par exemple, passer à d'autres types de protection menstruelle, tout ça va être influencé par le marketing qu'on a pu voir à la télé depuis qu'on est jeune fille, par exemple. Un autre aspect important, c'est que c'est aussi un signe de bonne santé si on a des menstruations, dans le sens que moi, je vois ça un peu comme une plante avec une fleur qui pousse. Puis si la fleur pousse, c'est qu'elle est dans un environnement qui lui permet de fleurir. Et les menstruations dans le corps, c'est à peu près la même chose. Donc, ça reflète aussi la dimension sociale dans laquelle les femmes, en fait, vivent et sont. Par exemple, lors de la guerre, les femmes avaient tendance de ne plus avoir leur menstruation, etc., etc. Donc, j'amène ce point pour dire que dans une approche comme globale de la santé, on ne peut pas juste regarder le côté physiologique, biologique, mais aussi regarder voilà, ces différents aspects et comment ils nous influencent de manière plus large. Donc,
Ça place les produits menstruels comme des produits de première nécessité pour nous. Et tout ce que je viens de mentionner, tout ce tabou, le fait qu'on ne parle pas de la santé, ben, on arrive à des constats comme se dire que ben, l'industrie qui fait des milliards en, fait, en produisant ces protections ben, n'ont pas vraiment proposé beaucoup d'innovations depuis 80 ans. Et c'est un constat assez étonnant parce qu'il y a plein d'innovations par ailleurs dans notre société. Et tout ça influence comment on vit les menstruations aujourd'hui, c'est quoi les alternatives qu'on a, etc. Je vais laisser maintenant la parole à Eugénie qui va vous faire un petit historique en fait du développement de ces protections-là. Alors en fait, avant d'aller un peu plus loin dans les différents enjeux, on va faire un petit retour dans l'histoire. Donc en 1920, il y a les premières serviettes jetables sous la marque Kotex qui sont apparues. Donc elles s'attachaient via des ceintures, comme on peut voir sur l'image de droite en bas. Ça s'appelait des ceintures hygiéniques. En 1924, donc là, tu peux tourner, Victoria, j'ai pas. Merci. En 1924, donc. Je vais laisser un peu pour qu'on voit. Même. Donc en 1924, il y a la première publicité francophone de Kotex qui est apparue dans la revue Moderne. Donc c'est une revue montréalaise où il parlait des serviettes menstruelles qui étaient comme un produit de luxe. Tu peux tourner. En 1930, il y a eu l'invention de la coupe menstruelle. Un an plus tôt, il y a eu l'invention du tampon. Ces produits sont arrivés dans les magasins dans les années 40 en fait, au Québec. Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont été présentes dans les usines et pour améliorer la productivité, en fait, elles étaient amenées. Il y a une grosse campagne en fait de marketing autour du tampon qui était vu comme un acte patriotique de porter ça parce qu'elles pouvaient être, du coup, elles étaient plus en fait plus productives. Voilà. Et les coupes menstruelles, ça s'est arrêté la commercialisation en raison qu'elles étaient faites en caoutchouc à ce moment-là et le caoutchouc était réquisitionné durant la guerre pour fabriquer des pneus de chars et de voitures militaires. J'ai juste une question de la part de quelqu'un. La tasse 7 était faite en quoi? Est-ce que tu as c'est ça, la tasse 7, c'est la première coupe menstruelle. Elle était faite en caoutchouc. Ah, ok. C'est voilà. Ça. Oui, je ne l'ai pas nommé. Tu peux passer à la slide prochaine. Donc, en octobre 1946, il y a le premier court-métrage d'animation qui a été produit par Walt Disney. C'était un film publicitaire et éducatif sur le cycle menstruel qui était commandité par la compagnie Kotex, qu'on a pu voir avant. En 2014, il y a l'organisation américaine féministe qui a sorti son premier rapport sur la toxicité des produits menstruels jetables. En 2015, les produits menstruels étaient considérés, sont devenus des produits, ont été considérés comme des produits de première nécessité. Donc la taxe fédérale a été abolie le 1er juillet. En 2015, il y a en France, il y a une pétition pour rendre visible la composition des tampons de la marque Tampax à la suite du témoignage de la mannequin Lorraine Weisser concernant sa perte de sa jambe droite due au syndrome choc toxique. Et en 2018, la première publicité où le sang menstruel n'était pas représenté par un liquide bleu, mais par un liquide rouge. Tu peux avancer. Donc, concernant la honte menstruelle, on peut se poser deux grandes questions. Donc, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui relève de ce tabou et quels sont les impacts en fait, environnementaux et liés à la santé. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un gros boom de la consommation des produits jetables de tout genre en fait, durant le milieu du XXe siècle. Les entreprises américaines étaient en concurrence et pour se démarquer, elles ont surfé sur ce phénomène sociétal qui est la honte menstruelle. Donc, leur objectif premier était d'offrir des produits qui soient discrets, silencieux de par leur emballage, mais aussi faciles à utiliser. Donc, en fait, tout simplement de créer un produit jetable et invisible. Donc, quelques exemples pour mieux comprendre ce marketing. Donc, sur la première boîte à gauche, on peut voir le nom du produit, c'est Incognito, et que le nom de ces tampons sont appelés nano. Donc, en fait, c'est un vocabulaire qui favorise en fait la honte menstruelle, l'invisibilité de ces produits, qui soient petits et discrets. Par rapport à Always, la marque Always, dans sa description de son produit, il est marqué que le produit est un produit sans odeur avec un parfum frais,
Alors qu'il faut rappeler en fait que le sang menstruel lui-même n'est pas responsable de ces odeurs fortes et que c'est plutôt en fait la composition de ce produit, du produit qui est la serviette menstruelle qui est remplie de plastique et de produits chimiques qui créent en fait une réaction et qui crée ces odeurs. Et du coup, les fabricants rajoutent en fait des parfums pour camoufler tout ça. Dans les autres exemples qu'on peut voir, pour Nana, toujours le même marketing, donc sur leur site, ils nous expliquent en fait qu'on a une gène, nous personnes menstruées, nous femmes, liées à notre sang et qui sont là pour nous aider à pas se sentir honteuse, pour nous sauver entre guillemets grâce à leur emballage simple, hygiénique et discret. Même chose pour le marketing des serviettes biologiques. Et pour finir, sur cette pub de Tampax qui a été réalisée l'année dernière, en 2020, durant le premier confinement, où il rappelle qu'il faut qu'on reste chez nous en fait, pour se protéger de la Covid, mais qu'il faut aussi ne pas oublier que Tampax est là aussi pour nous protéger de notre sang en, fait, en toutes circonstances. Donc, par rapport au sens... Si jamais tu peux aussi... Ah ok, merci. Par rapport au sens des mots, donc couramment, on utilise les termes serviette hygiénique, serviette sanitaire, produits intimes féminins, ou voire même là, par exemple, protection hygiénique féminine. Donc, si on décortique tout ça, protection, ça sous-entend qu'il faut se protéger de son sang menstruel. Hygiénique, ça veut dire aussi que le sang, les règles sont sales, le sang menstruel est sale et qu'il faut être propre. Et féminine, c'est un terme qui n'est pas inclusif parce que la majorité des personnes qui ont des menstruations sont des femmes, certes, mais il y a aussi les personnes non-binaires, queer et les hommes trans, par exemple. Donc, je ne peux pas en fait, hein, Victoria. Ça marche pas. Bon. Donc, c'est ces deux en fait, termes qui sont les plus adéquats finalement à être utilisés. C'est les produits appelés ça en fait produits menstruels et produits périodiques. Donc, par rapport, avant d'aborder en fait les enjeux écologiques, je vais vous poser deux petites questions en fait que vous pouvez répondre en fait via le chat. Donc, la première question, c'est selon vous, combien de tampons une personne utilise au cours de sa vie? Donc, je vous laisse une minute pour répondre au chat si vous avez envie de participer. Si vous avez une idée. Alors. 7 000. 40 000, 5 000. 40 000, 500. 500. 15 000. Moi, j'ai ma réponse préférée, c'est 3. Je rigole. 1000. Ouais, c'est assez variable hein, ce qu'on a. 4 000. Donc, la réponse est... Tu peux... Suspense, c'est... En moyenne, une personne menstruée utilise au cours de sa vie 11 000 tampons. Donc, le calcul, c'est en moyenne, durant les menstruations, on utilise 5 tampons par jour. Durant un cycle, en moyenne, 5 jours de menstruation sur 12 mois. Et le cycle menstruel d'une personne menstruée peut durer entre 30 et 40 ans. Donc, ça fait environ 11 000 tampons. La deuxième question, c'est pour vous, en Amérique du Nord, combien de produits menstruels à usage unique sont jetés chaque année à la poubelle? Suspense. La réponse est dans notre campagne Instagram. C'est ça. Alors, des millions, oui. On va voir qui a suivi la campagne. Des milliards, ouais, des millions. 50 000. Des milliards. Des millions. Des tonnes et des tonnes. On comprend que c'est beaucoup. Ouais, on comprend que c'est beaucoup. On donne la réponse, Eugénie? Vas-y. Hop. Donc, en fait, c'est près de 20 milliards chaque année de serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs qui sont déversés dans les décharges nord-américaines. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Donc, après ces deux questions, d'autres chiffres chocs. Donc, une année d'utilisation de serviettes menstruelles laisse une empreinte carbone de 5,3 kg d'équivalent CO2. Chaque année, il y a 5,8 milliards de tampons qui sont achetés aux États-Unis. Donc, c'est une statistique qui date de 2018. Et la durée de vie des protections menstruelles est d'environ 500 ans. Donc, l'image qu'on a à gauche, c'est une image qui a été prise en Grande-Bretagne lors d'une collecte de déchets sur les plages. Et cette image était là pour faire prendre conscience aux gens, en fait, les déchets qu'occasionnent les produits jetables et une mauvaise
et un mauvais recyclage de ceux-ci. Donc, par rapport à l'empreinte carbone des produits jetables, donc on voit l'évolution du plastique à travers les années. Donc, c'est un bel exemple de l'industrialisation des produits jetables. Donc, tout ça a été possible en fait grâce à des campagnes de marketing, donc c'est-à-dire qui visaient à faire comprendre aux femmes qu'il fallait devenir une femme moderne, qui signifiait de se libérer, de s'abandonner à des vieilles techniques artisanales et de plus se tourner vers des produits dites modernes, plus sophistiqués et donc plus plastifiés. Donc, on se rend compte aussi, de par cette évolution, de par cette évolution, la multiplication en fait des enjeux environnementaux de ces produits. Par rapport à l'empreinte carbone des produits jetables, donc un schéma par étape. Donc, pour produire ces produits menstruels, il faut utiliser de l'énergie, de l'eau et des matériaux. Donc, souvent, c'est de la pâte à papier qui est utilisée. Donc, il y a besoin d'extraire dans des forêts, en fait. Donc, il y a une forte déforestation due à cette production de produits. Le processus de fabrication dégage énormément de CO2. Donc, ça a un impact sur le réchauffement climatique. Et après l'utilisation de ces produits menstruels, il y a une production de déchets. Donc, il faut recycler, mais le recyclage est difficile de par la composition très plastifiée de ces produits et aussi la présence de matières organiques. C'est un gros coût en fait pour les villes de par l'entretien, le dépannage des stations d'épuration et aussi la collecte des déchets flottants. Et si ces déchets ne sont pas collectés, il y a un risque de déchets marins et de dégagement en fait, de microplastiques dans l'eau. Donc, l'eau est polluée. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur ces dimensions écologiques, donc évidemment, regardez du côté de la campagne Ne jetons pas la serviette. Et du côté de la campagne rouge, sur le site web, nous avons des petites cartes d'information de ce type-là qui récapitulent ces enjeux majeurs. Et on a aussi un billet où on dépeint un peu tous ces enjeux-là avec d'autres chiffres également qui peuvent être intéressants à voir. Donc, l'objectif, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour parler des solutions. Et parmi les solutions, il y a les produits lavables. Donc, tout sera détaillé un peu plus tard dans la présentation. Mais des bonnes raisons d'aller dans cette direction, de suggérer ces produits-là, c'est parce que justement, ça répond aux enjeux que Eugénie a mentionnés tout à l'heure. Donc, la prévention des déchets, la pollution que ces produits-là vont créer. Et l'économie pour les services publics parce qu'ils vont devoir gérer et traiter tous ces déchets-là. D'autres aspects positifs de ça et qui nous encouragent aussi à militer dans ce sens, c'est que ça aide à la précarité menstruelle et comme j'ai dit au réseau, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ces produits-là vont pouvoir durer longtemps. Les produits lavables, c'est à peu près autour de 3 et 5 ans, par exemple, pour des serviettes. Et même si ça peut être cher à l'achat, quand on calcule sur le long terme, on n'est pas en train de dépenser de l'argent à chaque mois et ça fait des économies. Donc, pour une certaine population, disons, qui a accès à l'eau potable, qui peut laver tout ça, c'est une bonne alternative pour répondre à ces enjeux-là. Un autre bénéfice, c'est l'amélioration du bien-être. Donc, la proposition hyper générale pour dire ça. Mais quand on dit ça, c'est de manière à dire que oui, juste notre vulve n'est pas en contact avec des matériaux toxiques. Donc, déjà, on a moins d'irritation, on a moins d'allergies. Ça nécessite d'aller moins acheter des crèmes ou d'autres produits, etc., pour se sentir comme mieux. Mais on peut aussi aller plus loin dans cette proposition en disant que à long terme, en fait, en utilisant des produits lavables, on va faire de la prévention parce que tantôt avec Eugénie, on va voir tous les enjeux par rapport à la santé que ça pourrait poser. Et utiliser ces produits-là, c'est de la prévention active parce qu'on va s'exposer à moins de produits toxiques et donc on risque d'avoir moins de problèmes de santé et donc avoir moins besoin de traitements médicaux coûteux plus tard dans la vie. Ça c'est comme un exemple de ramification
de cette empreinte écologique de ces produits lavables et des enjeux que ça pose. J'aimerais vous amener encore un petit peu ailleurs dans cette conscientisation parce qu'on est dans ce mouvement écologique, dans ce mouvement zéro déchet et quand on parle des menstruations, les menstruations font partie d'un cycle et ce cycle-là, il est forcément géré d'une manière ou d'une autre. Alors l'exemple typique, c'est on a besoin d'une contraception, on va aller prendre souvent des contraceptifs hormonaux. Et à ce niveau-là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de sensibilisation par rapport à l'impact aussi environnemental secondaire du cycle menstruel par le fait que quand on va aux toilettes, ces hormones-là vont ressortir de notre corps, vont aussi aller polluer l'environnement et les écosystèmes et qu'il y a aussi des mouvements qui commencent à encourager des méthodes comme la méthode symptothermique qui est une méthode zéro déchet et qui est une méthode qui ne va pas polluer. Donc, c'est un petit point de sensibilisation que j'amène ici, que cette conscientisation-là écologique dépasse juste le sang dans la culotte une fois par mois, mais peut entourer tout le cycle menstruel. Donc, je laisse Eugénie poursuivre sur les enjeux sanitaires. Donc, par rapport aux enjeux sanitaires, donc, je ne vais pas vous présenter une liste, je vais vous présenter une liste non exhaustive en fait, des toxiques. Donc, vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas tout savoir, qu'est-ce qu'il y a dedans dans les serviettes menstruelles. Mais tous ces produits chimiques qui sont présents, en fait, sont soit le choix en fait, du fabricant, de par une aide pour la fabrication en fait, de ce produit, soit c'est l'apparition, en fait, ces toxiques apparaissent durant le process de fabrication. À rappeler que ces produits sont remplis de plastique, donc sont très irritants en fait, pour nos muqueuses et ça crée du coup des irritations et aussi des micro-lésions. Donc, par rapport... tu peux tourner ? Merci. Par rapport à nos tissus vulvaires et vaginaux, donc c'est une zone qui est plus sensible au frottement parce qu'on porte un pantalon quotidiennement et une culotte. Donc cette zone qui est plus hydratée et c'est une zone qui est plus hydratée, un vaisseau sanguin. Donc c'est une zone qui est aussi avec une absorption plus haute, plus élevée. Donc du coup les toxines en fait rentrent plus facilement, sont plus absorbées. Par rapport au phtalate, donc c'est un perturbateur endocrinien. Donc, qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? C'est un agent chimique qui a comme propriété de imiter des hormones dans notre corps et de ce fait, en fait, dérègle tout notre système hormonal. Donc, l'impact des phtalates sur notre santé humaine, il y a des conséquences sur la reproduction. Il y a un risque plus élevé de développer un cancer du sein et aussi un impact sur le neurodéveloppement. Par rapport aux parabènes, donc qui est présente un peu partout dans nos cosmétiques, dans les produits pharmaceutiques et aussi dans les produits menstruels jetables. C'est une molécule œstrogénique qui a des propriétés d'agent de conservation et un ingrédient de parfum qui aide en fait à inhiber la croissance microbienne. Son impact sur la santé et c'est potentiellement aussi un perturbateur endocrinien et a une capacité à se localiser sur les tissus mammaires, donc augmenter le risque de cancer du sein. Par rapport aux pesticides, donc les pesticides, certains sont détectés comme potentiellement cancérigènes, d'autres ont une toxicité très aiguë et peuvent aussi jouer un rôle de perturbateur endocrinien. Pourquoi il y a des pesticides qui sont présents dans les produits jetables? C'est en raison de la production de coton. Il y a énormément de pesticides qui sont utilisés dans les champs de coton et du coup, ces pesticides se retrouvent dans ces produits. Donc, par rapport aux composés organiques volatiles qui est aussi présent dans les serviettes menstruelles, donc la concentration dépend en fait du type de produit qu'on utilise. La famille la plus détectée sont les alcanes. Et en cause, pourquoi il y a des coves en fait, dans les produits menstruels, c'est en raison de l'emballage. C'est plutôt lié à la colle en fait, parce que lors du processus de fabrication, il y a une haute température pour la mise en place de la colle derrière la bande collante en fait, derrière la serviette menstruelle, qui fait que cette chaleur en fait, permet en fait, la migration des coves de cette colle dans le produit menstruel. Et l'impact sur la santé humaine, c'est l'irritation des muqueuses, des voies respiratoires, mais aussi sur la reproduction.
Par rapport aux particules d'argent, donc c'est quelque chose c'est un chimique qui est ajouté depuis quelques années, qui a des propriétés antibactériennes, qui est utilisé pour réduire aussi les odeurs liées à ces serviettes menstruelles. L'impact sur la santé humaine, il y a peu d'études qui ont été faites. Les études qui ont été faites ont été seulement sur la flore intestinale, qui ont remarqué qu'il y avait des altérations microbiennes et une modification de la population bactérienne. Mais il y a peu d'études en fait qui ont été faites sur le microbiote vulvaire ou vaginal. Et pour finir sur le parfum, donc c'est un auxiliaire de fabrication. La composition de ces parfums est un secret industriel et l'impact sur la santé dépend en fait du parfum qui est utilisé parce qu'un parfum renferme plusieurs agents chimiques et ça peut être soit cancérigène, ça peut être irritant, voire allergène ou même perturbateur endocrinien. Donc, par rapport au syndrome choc toxique, donc c'est un des enjeux les plus connus des produits menstruels. Donc, son origine est mystérieuse, elle n'est pas encore élucidée. Il y a beaucoup d'hypothèses sur différentes recherches ont été portées là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de conclusion proprement parler. Il n'y a aucun produit menstruel externe qui est concerné au sujet de ce syndrome choc toxique menstruel. Les risques sont possibles seulement pour les tampons et aussi pour les coupes menstruelles. Donc, les grandes précautions à prendre sont l'hygiène des mains et aussi laver correctement en fait, sa coupe menstruelle à chaque utilisation. Un point sur la réglementation. Donc, au Canada comme aux États-Unis, les produits menstruels jetables sont réglementés comme des dispositifs médicaux. Donc, ça veut dire tout simplement que la composition de ces produits n'est pas obligatoire. Donc, la transparence n'existe pas dans ces produits. Santé Canada, depuis 2015, en fait, impose un étiquetage strict en fait, de la part des fabricants sur les emballages de tampons par rapport au syndrome du choc toxique. Donc, quelques enjeux de recherche. Donc, c'est pour ça que c'était pas une liste, c'était une liste non exhaustive parce qu'il manque énormément de données concernant ce sujet, car ce milieu de recherche en fait est très peu exploité. La santé des femmes, il y a peu d'intérêt. Il y a peu d'intérêt autour de ce domaine-là. Il y a peu de financement et aussi, donc du coup, ça fait qu'il y a peu de connaissances finalement là-dessus. Les méthodes aussi qui sont utilisées ne sont pas pertinentes et ne sont pas adaptées. Il y a manque de calcul, enfin, il n'y a pas des calculs sur l'exposition sur 24 heures avec différents toxiques, même sur les effets cumulatifs sur le long terme. Donc, tout ce cocktail toxique qu'on a quotidiennement, il n'est pas du tout évalué. Donc, les risques sur la santé ne sont pas encore calculés, pas encore connus. Et quelques solutions collectives qu'on peut apporter par rapport à ces enjeux sanitaires. Donc, c'est demander en fait la transparence en fait de la composition de ces produits, avoir un cahier des charges très strict en fait pour les fabricants durant la fabrication de ces produits menstruels pour savoir à chaque étape quel produit, quel agent ils utilisent pour savoir reconnaître aussi les effets sur la santé sur le long terme de ces produits, innover ces produits menstruels jetables pour les rendre plus éco-responsables et aussi, comme je disais plus tôt, améliorer l'intérêt, en fait, augmenter l'intérêt de recherche pour la santé menstruelle. Donc là, je vais vous parler du côté plus individuel. Qu'est-ce que nous, on peut faire voilà, dans ce contexte-là que Jenny vient de dépeindre et qui n'est pas très, voilà, qui n'est pas très encourageant, qui est encore très lacunaire, comme on a pu voir en termes de données, et quand bien même on a des données, voilà, la recherche veut d'abord comprendre telle molécule, quel effet ça fait, puis c'est pas demain qu'on va savoir à peu près dans notre quotidien, je sais pas, dentifrice, shampoing, plastique, tout ça cumulativement, c'est quoi notre risque en fait personnel d'avoir des problèmes de santé suite à tout ça? En fait, on n'a pas vraiment ces réponses plus globales, donc on agit une fois de plus en prévention. Donc les suggestions qui sont là, c'est une manière de faire de la prévention autant par rapport à la santé que de favoriser toute la dimension écologique par rapport à ces déchets-là. Donc
par rapport à ces dimensions écologiques, bon, on a déjà beaucoup de pression de toutes sortes, surtout les femmes dans notre société qui doivent gérer l'emploi, la famille, les enfants, etc., etc. Puis on sait aussi que c'est les femmes qui vont avoir tendance à être plus sensibles aux enjeux écologiques. Donc, voilà, le but de ce propos, c'est pas de créer encore plus d'anxiété sur le sujet et vraiment ni de culpabilisation, mais vraiment se dire, bah, OK, moi, qu'est-ce qui est dans mes moyens, qu'est-ce que je peux mettre en place qui est comme OK pour moi de faire comme transition ou pas, et d'évaluer ça par rapport à ce qui nous convient personnellement. Parce qu'évidemment, bah, il y a des cas de figure particuliers. Et les solutions dont je vais parler là, ben, ça va des solutions qui sont le moins sollicitantes, comme en termes de changement de comportement, d'implication, d'habituation, à des solutions qui vont demander un peu plus d'apprentissage, un peu plus d'implication dans la gestion en fait, de nos menstruations. Donc, la première proposition, ben, ça reste encore des produits jetables. Donc, oui, ce n'est pas idéal pour l'environnement, mais il existe quand même des compagnies qui sont sensibilisées à ça et qui vont essayer de diminuer leur empreinte carbone, donc dans la production de ces produits-là. Et ils vont aussi essayer de le faire à partir de matériel du coton bio, pas rempli de pesticides. Ils vont éliminer les plastiques, ils ne vont pas utiliser des plastiques, ils ne vont pas mettre d'autres additifs, ils ne vont pas mettre de parfum. Donc, c'est déjà quelque chose qui peut faire une différence significative, que ce soit par rapport à l'environnement ou la santé. C'est quand même important de parler de ces produits jetables-là, qu'ils existent, parce que je pense à des femmes qui vont avoir des menstruations hyper abondantes, qui ont certaines conditions de santé. Elles vont peut-être pas réussir à gérer le lavage de tout ça, ou voilà, certaines alternatives peuvent être compliquées dans certains contextes. Donc, ça reste quand même valable, ces produits jetables-là, qui sont quand même de qualité meilleure. La possibilité autre, c'est les serviettes lavables. Donc, c'est quand même devenu assez populaire aujourd'hui. Elles ont l'avantage d'être plus respirantes. Elles ont aussi l'avantage de générer moins de frottement, de friction, parce que généralement, c'est du coton ou du chanvre. Ce n'est pas comme la couche un peu plastifiée. Et c'est comme avec les serviettes jetables, il y a différentes formes, différentes absorptions adaptées en fait à notre flux et à nos besoins personnels. C'est un produit qui va durer de 3 à 5 ans. Donc, voilà, on n'a pas besoin à chaque mois de repenser à acheter nos tampons, à racheter nos serviettes, ce qui peut être très pratique. Et par contre, très important, c'est d'apprendre comment bien la laver, c'est-à-dire la tremper au début. Généralement, on fait ça dans l'eau froide, on laisse un certain temps et ensuite on va la laver pour bien faire partir le sang, et très important aussi de bien la sécher, voilà, pour qu'elle soit prête pour le cycle d'après. Quelques compagnie, quelques prix pour vous donner une idée sur ces produits-là. Donc, Ococréation, qui est le partenaire de notre campagne avec l'ISS, c'est la Rolls-Royce un peu de la serviette lavable, qui est quand même un prix assez important, parce qu'on parle de 25 $ pour 2 serviettes régulières standards. Mais c'est des produits de très haute qualité, c'est produit complètement au Québec. Il y a d'autres compagnies aussi, Lotus, Marie-Fil Création. Toutes les autres sont des produits québécois, sauf Smartliners, qui est une compagnie canadienne. Mais ils ont différents standards en termes de qualité de tissu, de provenance de tissu. Certaines vont être plus ou moins transparentes sur d'où viennent ces tissus-là qu'ils vont utiliser. Donc, nous, là, on vous donne cette image-là pour différents porte-monnaies, disons. Et aussi, c'est quoi, si on n'a pas accès, on ne peut pas se payer des serviettes à 25 $, on peut quand même commencer avec quelque chose de moins cher. L'atelier Zone Verte, ça, c'est super. C'est une boutique en ligne qui permet d'adapter, en fait, de choisir notre serviette, d'adapter à notre flux, de choisir le design. Et on la reçoit à la maison. Donc, c'est aussi quelque chose qui est produit localement et qui peut être intéressant à explorer.
Une autre alternative et solution aux produits jetables est très, très, très populaire aujourd'hui de plus en plus, c'est la culotte lavable. C'est une culotte qui a justement plusieurs couches de tissu euh, qui vont absorber en fait le flux menstruel, et il va avoir aussi une couche de tissu qui est imperméable, donc il n'y aura pas de fuite. C'est quelque chose qui peut être très pratique, par exemple pendant la nuit, qu'on a tendance à attacher les draps parce qu'on a notre serviette qui a bougé avec la culotte lavable, tout ça c'est fini. Donc c'est quand même assez pratique. Et aussi l'inconvénient de la serviette lavable, c'est que vu qu'il n'y a pas de la colle et qu'elle n'est pas collée sur tout du long et que c'est plus des clips qui vont fermer comme au niveau de la culotte à un endroit, elle a tendance à un petit peu plus bouger aussi et à être peut-être moins pratique si on veut faire du sport ou des activités comme ça. Donc la culotte lavable, c'est aussi une alternative où on a vraiment l'impression d'avoir une culotte régulière. Et il existe évidemment tout type de culottes, tout type de niveau d'absorption, et c'est encore une fois un produit qui dure de 3 à 5 ans. Pour donner une idée des prix, moins cher que j'avais trouvé, c'était $20. Le plus cher, c'est $60. Donc, chaque compagnie, elle offre différentes, soit c'est juste la culotte, soit on peut glisser comme un autre morceau comme dedans pour que ça soit plus absorbant. Donc, Marie-Fil Création, Madame Levary, Elsa Culotte, c'est des compagnies québécoises. Les deux autres sont des compagnies canadiennes. Donc, ça donne aussi un peu une idée de qu'est-ce que ça coûte. Autre solution, c'est la coupe menstruelle, donc particulièrement populaire chez les jeunes maintenant qui ont comme grandi un peu avec ça. C'est une coupe, comme vous voyez sur l'image à droite, qui est faite en silicone. Donc, il semblerait, je crois, que si je ne me trompe pas, et une info quand même assez importante, c'est que ça perturbe moins ça perturbe, je ne pense pas, la flore vaginale, donc la flore microbienne qu'on a au niveau du vagin, contrairement à un tampon qui en plus va avoir tendance à créer des lésions quand on l'insère. La coupe, elle est lisse, donc elle ne va pas créer ces lésions-là. Donc ça, même si par exemple on peut avoir le choc toxique avec la coupe, si on fait attention, déjà si on a moins de lésions à force d'enlever, retirer, tout ça, peut-être c'est aussi quelque chose en termes de prévention. Ça, c'est une réflexion que je donne personnellement là, mais ça peut être aussi une bonne chose à considérer. Différentes tailles qui existent, et là c'est la championne par rapport à la dimension écologique en termes de réduction des déchets par rapport aux produits menstruels, et parce que, entre autres, on peut la garder très, très, très longtemps. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Les prix en moyenne, c'est entre 30 et $40 pour ces coupes-là. Et je dirais après ça, juste un petit topo de comment ça fonctionne, parce que voilà, les personnes qui n'ont jamais vraiment vu ça, jamais utilisé ça, on peut se demander, ok, ça marche comment ça, cet objet-là, comment ça s'insère. Donc, super important, c'est qu'on se lave les mains. Je pense qu'on a été bien habitués cette année. Donc, on se lave les mains. Et en fait, ça marche par succion. Donc, on va plier la coupe comme en deux pour la rendre plus petite. On va l'insérer au fond du vagin. Et puis, à l'intérieur, elle va se déployer. Puis, ça va faire un petit comme effet de succion. Là, je ne sais pas comment dire. Et elle va rester en place. Elle ne va pas bouger normalement si elle est bien insérée et qu'elle s'est vraiment déployée correctement à l'intérieur. Et là, on peut la laisser quelques heures. Et quand il est venu le temps de la retirer, là, il faut comme un peu l'écraser. On la replie un petit peu, puis on la retire. Et là, on va la rincer avant de la remettre à nouveau. Donc, quelques remarques par rapport à ces produits-là. Donc, c'est clair que c'est aussi toute une... c'est en émergence. Il y a pas mal de compagnies qui sont en train de fleurir ça et là sur le sujet. Elles ne se valent pas toutes. Ici, l'intention, c'était de présenter un peu qu'est-ce qui existe, mais tout ça est variable, les qualités sont variables, les prix sont variables, les tissus sont variables, la transparence par rapport à la provenance de ces tissus-là sont variables. Donc, faire attention à ça. Notre rôle, c'est de vous sensibiliser aussi à ça. Et par rapport aux coupes menstruelles, tout le côté marketing, parce que on veut la belle coupe rose fluo ou la bleutée, ou
voilà, c'est fun, etc. Mais on n'a pas de données sur l'innocuité des pigments dans l'utilisation à long terme, un travail vaginal comme ça. Donc, privilégier la coupe vraiment standard, transparente. On n'a pas besoin de ça en plus. De toute façon, c'est dans le vagin, ça ne se voit pas. Donc, par précaution aussi, aller dans ces directions-là. Quelque chose qu'on ne sait pas par rapport à ces produits-là, c'est que plusieurs municipalités, arrondissements vont offrir des subventions pour acheter ces objets-là parce qu'ils sont quand même chers si on veut couvrir tout le cycle menstruel. Il faut en acheter plusieurs d'un coup. Voilà, ça peut bloquer ce changement de comportement-là, surtout si on n'est pas habitué à avoir notre sang, si on n'est pas habitué à laver tout ça. Bref, ça fait déjà beaucoup de découvertes et le prix peut vraiment arrêter certaines d'entre nous à essayer ça. Donc, sur le site de la Campagne Rouge, on a un article qui s'appelle « Subventions pour les produits menstruels durables ». Vous avez accès à tous les formulaires. Déjà, regardez si l'endroit où vous vivez, vous pouvez avoir la subvention. Vous avez accès à tous les formulaires que vous pouvez remplir et avoir des remboursements à ce niveau-là pour vous aider à acquérir ces produits-là. Puis pour la ville, évidemment, c'est avantageux parce que cet argent-là, ils préfèrent le mettre ici que de traiter les déchets en arrière. Donc, c'est très bien. Une autre possibilité qui demande beaucoup plus d'implication, ça serait de fabriquer soi-même, par exemple, sa culotte menstruelle. Là, vous avez des images d'un atelier qu'on avait donné. Il y a plein de do-it-yourself sur YouTube. Donc, voilà, et les esprits créatifs, pourquoi pas un soir faire une activité comme ça. C'est quelque chose qui marche aussi très bien et ça coûte pas cher parce qu'on peut recycler des anciens vêtements qu'on a, donc très écologique en plus. Et la dernière proposition, donc c'est quand même intéressant de le mentionner, mais c'est quelque chose de très, je dirais, marginal et pas très répandu. Mais ça existe. Certaines personnes vont parler de flux instinctif libre. Donc, la pratique la plus écologique et économique qui est possible, c'est-à-dire qu'on n'utilise rien et il semblerait que ce serait comme un apprentissage de contracter ses muscles pour ensuite aller vider le sang aux toilettes. Ça me permettrait de se sentir mieux connecté à soi, se sentir plus autonome. Et puis, bon, après, c'est clair que ce n'est pas adapté à tout le monde. Quelqu'un qui a un flux très abondant, je pense qu'on peut oublier ça. Je ne sais pas si des personnes ont déjà testé ça. Donc, moi, j'en parle, mais je ne connais pas non plus cette pratique-là. Mais un petit mot pour dire, on n'est pas non plus obligé de performer jusqu'à là dans notre culotte et qu'on peut aussi détendre les muscles de notre périnée quand on a les menstruations et qu'on est stressé par ailleurs dans notre vie souvent très demandante où on doit être efficace, productif, etc. Donc, mais intéressant de le mentionner que ça existe et que ça peut être positif comme expérience. Un petit point et surtout un remerciement donc, à notre partenaire qui est au co-création pour cette campagne sensibilisation parce que les plus de ces produits-là, c'est aussi de répondre à l'enjeu de précarité menstruelle. Donc, comme j'ai dit tantôt, par rapport aux subventions, ça, c'est des choses que nous, on va encourager voilà, que ça soit mis en place parce que du moment qu'on les a, ces produits, ça dure longtemps et donc on n'a pas à débourser à chaque mois de l'argent. Et quand je dis débourser de l'argent, c'est oui, les produits qu'on achète d'habitude, le tampon chaque mois, mais ça va être les contraceptifs, ça va être les médicaments antidouleurs, ça va être les draps, ça va être le chocolat qu'on va manger avant les menstruations. Non, je rigole. Mais donc, tout ça, ou juste les culottes tachées, donc tout ça, ça s'accumule aussi. Important d'ajouter qu'évidemment, ça ne va pas régler l'enjeu pour des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je vais penser à des familles itinérantes ici. Voilà, nous, on travaille avec des groupes de femmes comme ça. Donc, dans certains contextes, évidemment, ça ne marche pas, mais pour une certaine tranche de la population, comme les étudiantes, pourquoi pas, c'est une solution qui peut être vraiment chouette. Et aux co-créations, justement, ils ont fait un don au RQICF pour qu'on puisse aider des centres de femmes qui ont justement le besoin d'avoir accès à ces produits-là.
Donc, voilà, nous, on serait très curieux, que ce soit au niveau de l'ISS ou de la Campagne Rouge, d'avoir vos témoignages. Si tout ça vous motive, si vous utilisez déjà ces produits ou si vous voulez comme initier un changement, le tester, est-ce que ça vous convient, ça ne vous convient pas? C'est quoi l'expérience? Est-ce que ça a été difficile? Voilà, est-ce que... Tout nous intéresse en fait. L'objectif, c'est avant tout de parler de ces sujets-là, de leur donner une visibilité sociale. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, je tiens à remercier évidemment tous les partenaires qui ont rendu cette campagne-là possible. Et vous dire que si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez obtenir des références sur lesquelles on s'est basé pour vous raconter tout ça aujourd'hui, n'hésitez pas non plus à écrire à l'adresse courriel qui est indiquée ici. Donc, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, on va prendre le temps de répondre à ça maintenant.